C'est lui qui a inscrit face à l'Espagne le premier but de l'histoire du Stade de France en janvier 1998. C'est ici qu'il fut touché par la grâce 6 mois plus tard, au crépuscule d'une journée inoubliable. La légende de Zinedine Zidane est née un 12 juillet, après un doublé en finale de Coupe du Monde face au Brésil, dans ce lieu si symbolique pour lui et sa famille. 45 ans plus tôt, son père, Smaïl, avait quitté l'Algérie française pour rejoindre ce département de la Seine-Saint-Denis et travailler sur les chantiers où il lui arrivait de passer la nuit, faute de logement. Né le 23 juin 1972 à Marseille, Zinedine Zidane fête cet été ses 50 ans. À cette occasion, l'équipe Enquête a souhaité explorer les années qui ont précédé la grande aventure. De Hagemoun, le berceau de la famille Zidane en Algérie, à Turin, en passant par Marseille, Cannes et Bordeaux, nous sommes retournés aux origines d'un des joueurs les plus exaltants de l'histoire de ce jeu pour vous raconter le Zidane d'avant, quand il se faisait encore appeler Yazid. L'histoire d'un garçon au sourire d'ange, absorbé par le football, qui raconte sa lumière et sa part d'ombre. Zinedine Zidane, son nom est Yazid, c'est un documentaire de Jules Benrosa et moi-même sur un montage de Marianne Bougraodo, Guillaume L'Enfant et Charlène Ravin. Numéro 10, Zidane. 12 juillet 1998. Zinedine Zidane devient le visage de la France qui gagne. Une icône, intouchable, dont on balaye d'un revers de main les rares excès et les quelques fautes. Zinedine Zidane. Le footballeur de génie est devenu un entraîneur dominant, mais l'enfant de la Castellane a conservé ce sourire et ce regard qui exerce une fascination. Cette magie ne s'explique pas, elle s'impose et semble traverser les générations. Il faut faire sa place. Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille. 50 ans. Cet anniversaire est un vertige et une nostalgie. À cette occasion, nous avons voulu revisiter le tout début de l'aventure. Avant les titres et les trophées, avant la légende et les millions, avant la com et le contrôle. De 1972 à 1998, nous allons vous raconter le Zidane d'avant, un Zidane peu à peu oublié, qui disait déjà tout d'une manière d'être. Cette grande douceur, mais ce feu qui brûle à l'intérieur. Yazid avant Zizou, Zinedine Zidane avant ZZ. Chez moi, on m'appelle Yazid. En fait, on m'appelle tous les prénoms. Chez moi, c'est Yazid. Au foot, c'est Zizou. Et puis à la maison avec ma femme, c'est Yaz. Bon, en fait, j'ai tous les prénoms, quoi. Comment vous préférez qu'on vous appelle? Non, je crois que Zizou, c'est plus simple pour tout le monde. Maintenant, quand on m'appelle Yazid, je sais vraiment que ça vient du quartier, de la famille. Donc c'est vrai que là, tout de suite, je me retourne pour savoir qui c'est qui m'appelle comme ça. Parce que c'est rare. Ça, c'est le dernier maillot de Yazid, celui-là. Quand il était là, voilà. La photo avec son père, M. Zidane. Moi j'ai du mal toujours à me dire c'était celui qu'on voyait à septembre, quoi. Les progrès qu'il a fait quand il parle au micro, Ouais. c'est impressionnant. Ici c'était muet, hein. Ah ouais. Pas avec ses amis, dans les vestiaires. Oui, voilà. Oui. Quand il fait des interviews au début, quand il se met la main sur la tête comme ça, qu'il commence à faire ça, c'est qu'il est gêné. Voilà. Moi, je me rappelle un truc, quand il jouait à Bordeaux, il y avait Yannick avec moi. On avait été le voir, je crois qu'il s'était fait expulser avec De Sailly. Tu te souviens? J'étais dans les vestiaires. Écoute, on l'appelle, il vient, il y avait sa mère, et il me dit, j'étais un peu enrobé, il me dit, oh, gros lard, va m'acheter un sandwich au merguez, comme avant, va m'acheter un sandwich au merguez. Les images de Zinedine Zidane enfant sont rares. Alors, il reste le souvenir précieux de ceux qui l'ont connu à Septèmes-les-Vallons, petite commune située à quelques kilomètres de son quartier de la Castellane, à Marseille. Nous sommes au début des années 80. Zinedine se fait encore appeler Yazid et le foot est présent partout, tout le temps. Il a 11 ans, il est pupille deuxième année.
Nous, on aimait le football, on n'avait que ça dans la vie. On avait un entraîneur, pêcheur, qui repose en paix, M. Santenero. Il a rendu chèvre. Avec ses crochets, ses petits pots et ses roulettes. On avait 11 ans, 12 ans. Hein. Et il y a un exploit que vraiment qu'il a fait tout seul. Hein. Il prend le ballon. Comme je vous expliquais, on jouait là, prend le ballon, il s'en va. Il a dribblé toute l'équipe. Il arrive au dernier joueur, il lui fait la roulette, il frappe et marque. Et M. Santenero, pêcheur. Parce que le terrain était réduit, vous savez. Il était là, il n'avait pas beaucoup de cheveux. Il était là, il faisait ça. Ah, tu es content, il lui faisait M. Santenero. Tu l'as faite, ta roulette. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai, on en parlait toujours. Il prenait beaucoup de coups? Il en prenait, il en donnait. C'était pas un enfant de cœur, hein. C'était pas... Faut pas croire, hein. C'était un meneur, hein. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Dans ces années-là, les jeunes de Septem quittent régulièrement la région pour participer à des tournois qui accueillent certains des plus grands talents du pays. Durant l'un d'eux, après une victoire contre l'AS Saint-Étienne, un dirigeant de l'Olympique lyonnais s'approche de Loïc Fagon. Yazid Zidane lui a tapé dans l'œil. C'était à Roanne. J'avais franchement une grosse équipe. Et il est venu me demander son nom, son prénom, et son adresse et compagnie. Et en finale, on prend les Lyonnais. Mais ils étaient trop forts. Et après, il s'est battu. Il a pris un carton rouge. Il a pris un carton rouge et ils ne m'ont plus rien demandé. Et je pense qu'il s'en mord les doigts. L'école, c'est pas un secret, c'était pas son truc? Non, non, pas du tout. Mais moi, je me moquais des fois. Il redoublait une classe ou quoi. Mais je disais, mais tu es un âne, mais c'est pas possible. Bon, il y en avait d'autres hein, dans le vestiaire. Il y en avait d'autres. L'école. À l'époque, qui aimait l'école? Lui, il n'aimait pas, moi, j'aime pas, j'aime toujours pas. C'est véridique. Hein. C'est après, voilà, regardez la réussite. Merci, bon Dieu, il a été bon au ballon. Et nous, on travaille grâce à Dieu. Voilà, on a été bien élevés, après la même famille. Mais maintenant, je crois qu'au football, si vous n'êtes pas bon à l'école, même que vous êtes un phénomène, ils ne vous prennent pas, c'est ça? Ça veut dire que s'il y a une deuxième Zizou, ils ne le prennent pas parce qu'il n'est pas bon à l'école. C'est ça? Tant pis pour eux. Hein. Mais je ne pensais pas qu'il y en ait une deuxième de Yazid. Hein. Il parlait de faire carrière. Est-ce qu'il rêvait de ça? Pas du tout. On n'en parlait même pas. Jamais. À aucun moment. Avec nous, hein. Jamais. Il dit, ouais, moi je vais jouer là-bas. Oui, on allait au stade Vélodrome. À l'époque, on allait voir l'OM. On allait ensemble, on partait, on allait au Populaire. On allait voir les matchs de l'OM. Mais bon, ça s'arrêtait là. Il était très aimé. Pourquoi? Pour tout, sa gentillesse. Il était discret. Hein. Quand il y avait du monde, il devenait tout rouge. Et quand il était avec nous, il se lâchait. C'était plus décontracté. Mais quand il y avait les parents, tout ça qui venaient, parce que bon, il était tout timide. Il venait à l'entraînement et puis il restait avec nous la journée, puisque son père travaillait. Ah, monsieur Zidane, c'est un personnage calme, gentil. Mais alors, tellement de peur de déranger, il parle très doucement, il est là, calme. La santé avant tout, il s'en fout du reste et tout. Peut-être que mon fils se fait pas mal, le machin. Mais vraiment, monsieur Zidane, pareil. Hein. Smaïl Zidane, le papa admiré, sacralisé. Pour comprendre Zinedine, il faut écouter les paroles murmurées par son père. Quand on est un père, qu'est-ce qu'on désire pour ses enfants? Que les enfants réussissent, que les enfants soient heureux, que les enfants soient aimés par les autres. Quand j'étais par là, soient aimés par les autres, évidemment, il faut faire sa place. Il faut faire des choses pour. Ça demandera des efforts, des fois, il faut doubler d'efforts. Quand il était encore journaliste à l'Équipe, Michel Netchalal a régulièrement rencontré Smaïl Zidane dans les années 90. Un personnage alors incontournable pour raconter l'éclosion de son fils cadet. C'est une personne très droit dans ses bottes. C'est l'impression que j'ai eue en voyant cet homme d'un certain âge. J'avais beaucoup d'affection pour lui. Et il racontait l'histoire de sa famille, de son fils, en particulier Zidane, avec une grande franchise, sans chercher à surjouer là-dessus. C'est pas un intellectuel, c'est un type intelligent. J'appelle la différence entre l'intelligence culturelle, ce que tu apprends dans les livres, etc., et celle que tu as de manière innée. Et lui, il l'avait, quoi. Comment il a vécu l'ascension médiatique de son fils? Je crois que ça lui a fait plaisir,
Mais je crois qu'il a pas perdu la tête. Hein. Quand on est passé par où il est passé, on ne perd pas la tête, je crois. Hein. Je pense qu'on est lucide. Il y a une forme de sagesse chez lui assez impressionnante, quoi. Il voit les choses, il les regarde d'une manière assez lointaine. Aux origines de la famille Zidane, il y a un village en Algérie, Aguemoun. Nous sommes dans la région de la Petite Kabylie, à 200 km à l'est d'Alger. Au loin, on aperçoit la mer et le port de Béjaïa. C'est ici, entre les champs d'oliviers et de figuiers, que Smaïl est né en juin 1935. Avant d'être happé par le football, Zinedine y a passé plusieurs étés enfant. C'est aussi dans ce village que Farid, l'un des grands frères du champion du monde, décédé à la suite d'un cancer, a été inhumé en 2019. Si la famille Zidane a bâti sa vie de l'autre côté de la Méditerranée, elle ne s'est jamais éloignée d'Aguemoun. Smaïl est quelqu'un de très simple. Il était simple quand il était pauvre, et il est resté simple maintenant qu'il est riche. Avec Yazid, on jouait au ballon ensemble, là-bas, à côté de la mosquée. Ça devait être en 1985 ou 1986. Lui et moi, on a le même âge. Je suis né en mai et lui en juin. Je connaissais bien son frère Farid, Dieu ait son âme, car il a fait son service militaire en Algérie, à Annaba, pendant 2 ans. Quand il était en permission, il venait au village. Et ils restent attachés à leur village, à leur culture? Ah oui, clairement, s'ils n'y étaient pas attachés, ils n'auraient pas construit une maison ici. Né dans une famille de paysans, Smaïl Zidane a connu une vie de dénuement qui a profondément marqué ses enfants. Regarde ici, dans ce village, la vie est très difficile. Quand il était enfant, comme beaucoup d'Algériens, Smaïl était pauvre. Il n'avait pas de quoi manger, alors il a pris le bateau pour la France et il est allé à Paris. Nous sommes en septembre 1953, un an avant le début de la guerre d'Algérie. Smaïl Zidane a 18 ans, il a déjà perdu une sœur. Comme des milliers de compatriotes, il débarque en bateau à Marseille pour améliorer les conditions de vie de sa famille restée au village. Il trouve finalement du travail au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les travaux publics. Les premiers mois sont extrêmement déplaisants. Sans logement, il raconte avoir dormi à même le sol sur les chantiers, alors qu'un froid polaire s'abat sur la France. C'est l'hiver 54, résonne l'appel de l'abbé Pierre. Smaïl restera 9 années en région parisienne. En 1962, il décide de rentrer au pays. Mais à Marseille, des problèmes mécaniques ont retardé de 3 jours le départ de son bateau. Son destin va basculer. Alors qu'il rend visite à un cousin, il rencontre la fille aînée de ce dernier, Malik. Elle vit en France depuis 10 ans. Elle a bientôt 16 ans et quelques regards auraient suffi à séduire Smaïl. Il la demande aussitôt en mariage à ses parents. Ils acceptent à une condition, que le futur couple s'installe à Marseille. 5 enfants vont naître. Farid, Noureddine, Majid, Lila et, enfin, en 1972, le cadet de la famille. Malika et Smaïl souhaitent l'appeler Yazid. Mais sur les recommandations d'une voisine persuasive, il est déclaré à l'état civil sous le prénom de Zinedine. À la maison, dans le quartier, au foot, ce sera Yazid. Malika s'occupe du foyer, pendant que Smaïl fait les 3-8 dans un supermarché en tant que magasinier. La famille s'installe dans une cité tout juste sortie de terre dans le nord de la ville, la Castellane. Le quartier dans lequel il a vécu au début des années 80, fin des années 70, il était comment? C'était un quartier sur lequel on pouvait faire plein de choses, plein d'événements, des fêtes de quartier, on pouvait faire des carnavals, on pouvait faire des tournois sportifs et tout. Mais malheureusement, là, depuis quelques temps maintenant, la situation c'est un peu plus tendue et on ne peut pas faire un peu ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas que la Castellane, c'est dans beaucoup d'endroits sur Marseille et de France sûrement. Malheureusement, on est sûrement dépassé par ces comportements. Pour décloisonner la cité, des travaux ont été entrepris. L'immeuble où a grandi Zinedine Zidane a été démoli.
L'immense dalle de béton, place Tartane, où il passait ses journées à jouer au foot sous la surveillance de ses parents et de ses frères et sœurs, a également disparu. Zidane, c'est un type de famille. Il y avait le souci de la bonne éducation, le souci de protéger ses enfants, Zinedine Zidane en particulier. Il avait sa méthode à lui pour vous éduquer, vous vous souvenez un peu? Oui, mais bon, comme tous les papas. Je crois que c'est comme tous les papas, ils essayent d'être un peu... de montrer le droit chemin. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Moi, peut-être qu'il était plus derrière moi parce que c'est clair que là où on était, dans un quartier, on pouvait facilement faire des bêtises. Donc il a toujours été derrière moi et il m'a toujours montré le droit chemin et aujourd'hui je suis content. Smaïl rêvait que son fils cadet poursuive des études. Mais c'est grâce au sport que Zinedine Zidane va pouvoir extraire ses parents de la Castellane. Dès qu'il en a obtenu les moyens, au début des années 90, il leur offre cette maison au Pen Mirabeau, une commune tranquille située à quelques kilomètres. L'école, c'est quelque chose qui ne l'attirait pas du tout. Et je pense qu'au travers du football, il s'est servi de ça pour prouver à mon père que même s'il n'avait pas réussi dans les études, il pouvait lui apporter autre chose dans le milieu du sport. Moi, la vision que j'ai de Yazid est toujours la même. Elle n'a pas changé. C'est toujours mon petit frère. Il m'aura heureux. Il nous a rendu d'énormes services parce qu'il nous a ouvert certaines portes qui étaient auparavant fermées. Et voilà. Je pense que Zidane, c'est l'équation de tout ça. Zidane, c'est un mec de groupe. La famille, c'est important pour lui. Hein. En même temps, il y a la cité, avec ses règles, ses lois. Zidane, c'est un mec gentil, mais il a fait le coup de poing tout le temps dans sa carrière de footballeur. Dernier entraîneur de Zinedine Zidane à Septèmes-les-Vallons, en cadet première année, Alain Lepeu a accompagné son passage vers un club professionnel. Longtemps, une relation particulière les a unis. Je suis en bonne compagnie, là. Avant de raconter comment le jeune homme a failli échapper à la perspicacité des recruteurs, Alain Lepeu souhaite nous montrer les souvenirs qu'il a minutieusement conservés de cette époque. Tout est là, disposé sur la table de la salle à manger. Photos, coupures de presse, feuilles de match. Il a tout gardé. Le numéro de téléphone d'Isaac, c'est celui-là, à la Castellane. Et pourquoi j'ai gardé tout ça aujourd'hui, avec le recul? Pourquoi? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Alors voilà l'équipe des cadets. De septembre 86-87. Pourquoi il est en civil là? Il s'était fait une entorse de la cheville 3 semaines avant. Voilà, là il a 15 ans. Il a 14 ans et demi là. 14 ans et demi. Et vous êtes où là? Je suis là. Ah. Et là j'ai 35 ans de moins. Il était différent des autres à l'époque? Techniquement? Ah oui. Ah oui. Il y avait des trucs extraordinaires. Mais dans la globalité, il y avait des petits manques. Il y a des manques qui étaient dus à sa morphologie, dus à comment dire, à son physique grand mais mince, vous voyez. Un peu chaud. Un peu. Faut le dire. Jeu de tête, pas très bon, pour ne pas dire... Hein, il rentrait les épaules, la tête dans les épaules, voilà, ça c'est, j'ai des souvenirs, moi. Mais disons que, oui, super technique. Le petit machin, on croit qu'il va aller à gauche, il est à la droite, on croit qu'il va aller à la droite, il est à la gauche, gris-gris, râteau et tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Bon, les autres photos, alors c'est quoi tout ça? Là, il est minime deuxième année. Voilà, il est là. C'était à Pâques 85. Après, il y en a d'autres. Ben oui. Voilà, là, il est encore de dos, il est le numéro 8. Vous voyez qu'il est mince. Hein? Ouais, hein ouais. Il faisait déjà 1m85. Hein? Nous sommes donc en juin 86. Tous les ans, je faisais un stage de préparation d'une semaine. Là, vous avez tout ce que je faisais faire de la semaine. Voilà, Yazid, je faisais 60 mètres, 8 secondes 5. Après, ça c'était jonglage. Yazid, il n'avait fait que 10 jonglages. Regardez. 10 jonglages du pied droit, 4 de la tête et 32 du pied gauche. 10 jonglages, là, c'est pas logique. C'est pas logique, mais peut-être qu'il a mal dormi de la nuit.
Parce qu'on était arrivé le dimanche. C'est pas, hein. Parce que bon, on était quand même 4 par chambre. Hein. Ansel, vous voyez. Peut-être il avait fait un petit peu la java dans la nuit, on ne sait rien. Et à la fin du stage, jonglage, il fallait arriver à 50. Il fallait arriver à 50. 50, stop. Combien vous voyez là? 50. Tête, 32. Gauche, 44. Non, gauche 32 et tête 44, non? Oui. Très juste, monsieur Trago, très bien. Donc, ça veut dire que la semaine, elle a progressé. Ou il a mieux dormi. Oui, il a mieux dormi. Ou peut-être il a mieux dormi. À Septème-les-Vallons, tout le monde a compris que le jeune Zidane possède un talent différent des autres. Pourtant, aucun club ne se manifeste. Il n'est même pas convoqué au stage qui réunit les 30 meilleurs cadets de la région. Lors d'une conférence sur le football, Alain Lepeu rencontre par hasard le directeur du Creps, organisateur de ce stage. Il y avait beaucoup de monde, je me rappelle, c'était un samedi matin. Et je tombe sur qui? Sur Richard Tardy. Écoute Richard, j'ai vu que tu as convoqué 22, 23 joueurs, tu n'as pas convoqué Yazid. Je ne peux pas le convoquer, Alain. Et pourquoi? Il est algérien. Et attends, Richard, déconne pas, il n'est pas algérien, Yazid. Il est français, il est né à Marseille. Ah bon? Il est étonné. Donc au début, il n'avait pas convoqué parce qu'il croyait qu'il était algérien. Quelques jours plus tard, Zidane reçoit sa convocation et se rend à Aix-en-Provence. Le stage de 3 jours se conclut par un match auquel assistent les représentants de plusieurs clubs professionnels. J'arrive, il y avait le match qui était commencé. Je vois mon Yazid côté gauche, maillot blanc numéro 11. Tiens, Yazid, il est gauche, ma foi. Puis en fin de première mi-temps, le match était encore se terminer, première mi-temps. Je vois quelqu'un qui vient sur ma droite. Voilà. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Lepeu? Oui, bonjour. Je suis monsieur Barrault et je suis recruteur de la SCAN. Ah, je viens de voir votre numéro 11, je vois, c'est Zidane. Ouais, Zidane. Ah, il est pas mal, il me dit, monsieur Barrault, il est pas mal. Et surtout, il me dit, il a une qualité très très intéressante, il joue tête haute. Moi, je lui réponds, tac au tac, il vous intéresse? Prenez-le vite. Monsieur Varro, après la trêve, nous reprenons le championnat le 11 janvier et nous allons à Saint-Raphaël. Si vous voulez le voir dans le contexte d'un match, monsieur Varro, un match officiel, championnat des cadets Critérium. Jean Varro accepte l'invitation. Devenu directeur technique de l'AS Cannes, Gilles Rampillon, l'ancien grand joueur du FC Nantes, effectue le déplacement avec lui. On s'installe dans une tribune et l'entraîneur vient nous voir avant le match. Écoutez, mon libéraux n'est pas disponible, je vais faire jouer Yazid Zinedine Zidane, libéraux. Très bien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que M. Varro l'a vu jouer lié gauche et nous, on le voit jouer libéraux. Et là, franchement, il ne fait pas un match extraordinaire. Je lui avais dit à Yazid, le vendredi, 2 jours avant d'aller à Saint-Raphaël, j'ai dit, Yaz, dimanche, tu vas jouer libéraux. Oh non, non, Alain, non. Yaz, rends-moi service, s'il te plaît. Tu me stabilises un petit peu la défense, hein, puis après, tu reviendras en numéro 10. Il m'a dit oui. On gagne 3-1. But de Saint-Raphaël pour Yazid. Ballon, petit gris-gris, loupé, contré, but. Voilà, mais ça c'est Yazid. C'est la première fois qu'il joue le libéraux en plus. Voilà. Peut-être il s'est cru au milieu du terrain, oui. Mais non, Yazid, tu es libéraux là. Et puis derrière toi, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus que le gardien. Après le match, j'ai rejoint M. Rampillon et M. Varro, qui me disent tous les deux, on a bien remarqué que ce n'était pas son poste. Mais par contre, on voit que la technique, elle est là. Hein. Les dirigeants cannois proposent aux jeunes Marseillais de venir passer une semaine sur la Côte d'Azur. Le stage dissipe les derniers doutes. Quand ils reviennent à Septème, c'est pour lui proposer un contrat. Mais avant, il va falloir convaincre ses parents. Quand vous allez à Septème, est-ce qu'il est question d'argent? Pas du tout. C'est ça qui paraît incroyable. C'est un recrutement extraordinaire, dans le sens où tout se passe sur le plan humain.
sur la confiance partagée entre ses parents, M. Varro, moi-même, et sans qu'il soit question d'argent sur le moment pour le recruter. Et ça, je pense que ça a été, pour son bien-être personnel, pour son éducation, pour son début de carrière, un phénomène assez incroyable. Et peut-être l'avantage qu'on avait, c'est qu'évidemment, il n'y a pas eu de surenchère pour une simple raison, que nous étions les seuls à le contacter. Zinedine Zidane signe un contrat de non-sollicitation. Il ne peut plus s'engager avec un autre club. Soit il reste à Septem, soit il vient à Cannes. Mais au printemps, l'Olympique de Marseille s'intéresse enfin à lui. L'indécision s'installe. Je le ramène à Castellane, nous sommes au mois d'avril, le contrat est signé, le contrat de sollicitation est signé, bien sûr. On arrive, on descend le boulevard Henri Barnier, puis Yazid est assis à côté de moi. Et Yazid, il me dit Alain, j'ai plus envie d'aller à Cannes l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe, Yazid? Qu'est-ce que tu me dis, là? Ouais, mais Alain, ils sont en seconde division, là, j'ai plus envie d'aller à Cannes l'année prochaine. Écoute, Yazid, tu ne peux pas aller ailleurs qu'à Cannes la saison suivante. Juillet 1987. Zinedine Zidane a 15 ans. Cette fois, c'est décidé. Il quitte sa famille, ses amis et son quartier, direction la Côte d'Azur. C'est un bouleversement. Il appréhende, ses proches également. Pour l'aider à surmonter le déracinement, ses parents demandent à ce qu'il soit hébergé dans une famille d'accueil. Ce sera à Pégoma, à 12 km de Cannes. Durant une année, l'apprenti footballeur va vivre dans cette maison, chez les Hélineaux. Depuis 35 ans, le lien n'a jamais été rompu. Il semble inaltérable. Il est venu vous voir il n'y a pas longtemps? Au mois d'août. J'ai une photo d'ailleurs quand il m'a... Oui. Vers 18h, 19h, il est venu ici, derrière, et on a bu un coup, on a discuté, sa famille, comment ça allait et tout ça. On savait quoi, 1 heure avant qu'il allait à telle heure. Donc il est venu, tranquille, bon, avec le masque c'était facile, les lunettes, le chapeau, et avec son garde du corps, son chauffeur, et puis voilà. Il est resté 2 heures là, on a discuté, et puis... Et moi, j'ai vu au téléphone. Il s'est raconté un peu toutes nos vies, quoi. Parce qu'il aime bien savoir tout ce qu'on fait, nous aussi. Ouais. Il a toujours ce contact-là, quoi. Et pourtant, il est resté qu'1 an. Il est resté qu'1 an. Un an. On peut voir la chambre. Oui, ben, c'est plus une chambre, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Venez voir. Le lieu. Là, il y avait juste le lit. Et c'était un lit rabattable, dirons-nous. Donc c'est comme ça, à chaque fois on rabattait le lit, quoi. Et c'était pas fermé? Ah non, non, ça n'a jamais été fermé, jamais. Les premières nuits dans cette petite chambre sont pénibles. L'adolescent pleure discrètement en pensant à sa famille, qu'il appelle tous les jours depuis une cabine téléphonique. Mais il va apprendre à apprécier sa nouvelle vie dans ce foyer qui a l'habitude d'accueillir des jeunes footballeurs. Ben, il me l'a dit plusieurs fois. Que vous êtes sa deuxième maman? Ma deuxième maman. Eh oui. Moi, je le considérais comme mon enfant. Quand on lui disait quelque chose, bon, ben, il acceptait, il rendait service, c'est vrai, hein? Oui, oui. Il se mettait au diapason comme s'il était chez lui, quoi, en fin de compte. Et oui, là, c'est des souvenirs, franchement. C'est rare de créer un lien en 1 an comme ça, ah, oui. À ce point-là. 2 mois après son arrivée, il envoie cette carte postale de Varsovie où il honore sa première convocation en équipe de France junior. Désormais, il partagera avec les Hélineaux chaque étape importante de sa vie. Avant de signer à la Juve, le téléphone qui sonne, je réponds, et c'est Yazid qui demandait si mes parents étaient là. J'ai dit oui. Et tout ça pour leur annoncer à mes parents, comme quoi, avant que ça soit officialisé, qu'il avait signé à la Juventus. C'est comme tout, c'est dans son jus, là. Voilà. Ça, c'est une bouteille de champagne qui était de leur mariage, que mes parents étaient invités au Hayan, à Bordeaux. À Bordeaux. À la mairie, ils ont remercié les parents et puis ils ont dit il y a une 3e famille
Monsieur et Madame Elino. Ah, vous savez, les larmes sont venues. Hein. C'est bien parce que ça continue. Ah oui, parce que on a eu plusieurs jeunes. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Ce qu'ils sont devenus, comme ça, on n'a jamais eu de retour. Oui. Mais lui, oui, tout le temps. Avec tous les autres, vous n'avez jamais eu de nouvelles? Non, jamais. J'ai plus de nouvelles. Mais avec Yazid, tout le temps. Tous les matins, Jean-Claude Elino ou Jean Varro, l'homme qu'il a découvert à Septème-les-Vallons, dépose le jeune homme au stade Pierre de Coubertin. Ici, il retrouve ses formateurs, comme Gilles Rampillon, puis plus tard, Guy Lacombe. On savait que techniquement c'était un joueur à l'aise, des deux pieds. On savait qu'il avait une bonne vision de jeu, donc c'est des atouts intéressants. Après, il n'avait pas... C'était pas Maradona ou Messi qui éliminait. Non, c'était plus dans sa justesse de jeu qu'il fallait analyser. Ouais. Mais c'était pas une évidence à ce moment-là? Non, c'était pas une évidence. Non, c'était pas une évidence du tout. C'était un joueur qui avait un potentiel et on souhaitait tous, nous les éducateurs, on souhaitait tous en faire un professionnel à Cannes. Mais jamais imaginer qu'il ferait la carrière qu'il a faite. Je le fais jouer à 15 ans et demi en Détroit, même s'il parle peu, même s'il est très discret, voire timide. Je pense qu'il note qu'on lui fait confiance, qu'il a des qualités, qu'il s'adapte bien. Sur le plan de son caractère, moi, ce que je note sur le début de sa carrière, c'est l'adaptation à chaque fois à un niveau supérieur. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais Yaz est un auditif. C'est assez rare dans le football. Et tout ce que vous lui dites, il l'absorbe et je peux vous garantir qu'il sait en tirer le plus grand profit pour évoluer. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. C'est-à-dire que la plupart des jeunes, vous leur dites quelque chose, ils ont oublié 3 minutes après, quoi. C'est évident. Zidane, qui porte un intérêt très relatif à son CAP des métiers du football, devient rapidement un élément indispensable de l'équipe réserve. Mais comme à Septème, et comme partout ailleurs par la suite, il laisse parfois exploser sur le terrain son caractère impétueux. Il est né dans les quartiers nord de Marseille, il a appris le football, le football de rue. Et à Marseille, si vous ne savez pas vous imposer, vous n'avez aucune chance d'exister. Il a dû se défendre, il a dû apprendre à se défendre. C'est vrai qu'il m'est arrivé de le sanctionner avec Gilles Rampillon, justement, à l'issue d'un match contre Montpellier. Il jouait en Détroit et le Montpellier, c'était quand même pas des poètes. Il le chope et Yaz, bing. Bon, bref, il en met une, donc carton rouge, bon, ok. Donc on convoque le gamin. Et je lui ai dit, comme sanction, tu vas faire les vestiaires pendant 1 mois, pendant le temps de la suspension. Et c'est resté une règle à Cannes. Donc Yaz a inauguré cette règle. Comment il a réagi quand vous lui avez dit qu'il fallait nettoyer les vestiaires? Fantastique. Bon, il a dit, bon, ok, pas de problème. Ludovic Paulet a vécu ces années-là aux côtés de Zinedine Zidane. À l'issue d'une carrière de joueur vécue principalement au Havre et en Angleterre, il est revenu à Cannes, où il entraîne désormais les U19. Nous lui avons proposé un voyage 35 ans en arrière, quand les apprentis footballeurs du club vivaient dans une résidence pour jeunes travailleurs, le foyer Mimon, tout près de la Croisette. Là où, adolescents, ils ont vécu des instants qui ont marqué leur vie pour toujours. Ça a un peu changé. Moi, je ne suis pas revenu depuis 30 ans. On va aller voir. Ouais, on va aller voir. Bonjour. Ludovic Paulet, enchanté. Pascal Léra, enchanté aussi. Bienvenue dans votre lieu de vie. Ça fait drôle. Qui est effectivement un petit peu en travaux. C'est ça. Alors la cafetière, elle était là. Ah ben oui, ça c'était la fameuse cafette.
Aujourd'hui, c'est devenu un espace de coworking. Oh là, ça me fait avoir là. Yaz, il était là-bas. Et moi, c'était là-bas. Ah là, je connais ça. Là, ça n'a pas bougé. Ils venaient tous laver le linge parce que j'étais le seul à avoir une machine à laver. Ah ouais. Donc, ils venaient tous laver leur linge chez moi. Cette personne-là, c'est peut-être pas qu'il y a des zizous là-dedans. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelques images? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous habitez dans la chambre où Zidane a habité. Ouais, les autres. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ça met un coup de vieux. Franchement, ouais, ça me rappelle des souvenirs et des bons souvenirs. Et là, il était comme ce petit dernier, il allait chez moi, chez Eric, voilà, chez des gars un peu plus anciens. Voilà, lui, il était discret, posé. On a fait des soirées sympas et là, on ne le reconnaissait pas. Mais il avait comme deux personnalités. Oui, ouais. Une fois, on est sorti, on est allé dans un pub, et d'un coup, il s'est mis à smurfer sur les voitures des policiers, quoi. À smurfer. Donc, il était là, en mode... On l'imagine mal, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais des fois, il se lâchait. Ça, pour moi, c'est mes plus belles années, parce qu'on s'est créé une amitié avec tous ces gens-là. C'est le début de l'aventure. Et on était unis, on était une équipe, on était des potes. Beaucoup de joueurs qu'on rencontrait, qui ont fait commencer leur vie ici, que ce soit football ou que ce soit personnel. Lui, il a rencontré sa femme ici. Moi, ça a été aussi... j'ai rencontré ma femme avec qui j'ai fait 2 enfants aussi. Donc, c'est pour ça que ça a des liens forts. Le 15 septembre 1990, Véronique Fernandez s'installe au foyer Mimon. Elle a 19 ans, 21 mois de plus que Zinedine Zidane, et quitte Rodez pour suivre des cours dans une école de danse cannoise. Entre ces deux timides, difficile de faire le premier pas, jusqu'à une froide soirée d'hiver. On avait fait quelque chose chez moi, on avait fait des crêpes et tout ça. Il avait neigé ce jour-là, et d'un coup, je les ai vus partir. Et j'ai appris que le lendemain, ils étaient ensemble. Mais c'était un jour de neige à Cannes, quelque chose de très rare. Peut-être un signe, ça. En 1994, installé désormais à Bordeaux, le couple accepte d'entrouvrir son intimité. Véronique accorde la première interview de sa vie et l'une de ses toutes dernières. S'il fallait ressortir 2 qualités, je pense que ce serait l'honnêteté et la discrétion surtout. Je pense que c'est 2 qualités primordiales qu'il a. Et surtout la persévérance dans son travail. La gentillesse aussi? Oui, bien sûr, surtout la gentillesse. Il est timide et très gentil, il est à l'écoute des gens et il se fait beaucoup d'amis grâce à ses qualités. C'est ce qui vous a séduit dès le départ? Oui, oui, c'est pour ça que je suis avec lui d'ailleurs. Au départ, c'est ce qui m'a plu. La vie de Zinedine Zidane ne sera plus jamais la même. Mais sur le terrain, rien n'a vraiment changé. Il demeure ce garçon qui aime le jeu pour le jeu. Il en rajoute parfois encore un peu, prend des coups et répond trop souvent. Une fois, on l'a fait jouer libéraux. On jouait à Sainte-Marthe à Marseille. Et il tentait petit pont sur petit pont. Et il allumait, c'était sa manière un peu de narguer ou d'allumer l'adversaire. Jusqu'à un moment donné où l'adversaire a voulu l'attraper. Je crois qu'il a eu un rouge. Jean-Claude Elino, qui était le dirigeant de l'équipe, l'a amené jusqu'au vestiaire, a fermé le vestiaire pour pas qu'il aille se faire attraper. Voilà, c'était un joueur de quartier à l'origine. Hein, donc il avait ses travers un petit peu... bon, c'est rien de méchant, quoi. Ces écarts de conduite ne freinent pas sa progression. Le nouvel entraîneur, Boro Primorac, l'intègre à l'équipe première.
En apparence, tout va pour le mieux. Mais l'atmosphère autour du club azuréen s'avère parfois malsaine. C'est quelqu'un qui a évolué avec les difficultés inhérentes à un jeune maghrébin qui était à Cannes en 1989. Hein, c'est pas facile. Hein. Pour être clair, le club était sous la coupe de la mairie et l'environnement politique n'était pas très favorable à des jeunes joueurs d'origine maghrébine. Je dirais ça comme ça, oui, mais à la fois, il favorisait d'autres personnes. Zidane s'installe malgré tout dans l'équipe. Et le 10 février 1991, il inscrit son premier but en première division face au FC Nantes. Chicken like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bang that's a hard to beat. I bought me a chicken's got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye. Looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Sur la pelouse du stade Pierre de Coubertin, un jeune garçon, on en a déjà parlé sur notre antenne, Fabrice, Zinedine Zidane. On est allé le rencontrer hier, il est tout ému encore, Zinedine Zidane, difficile de s'exprimer pour lui. Alors, cet après-midi, retrouvailles avec l'Olympique de Marseille, avec un Zidane qui a mûri déjà, qui a marqué un but extraordinaire face au Football Club de Nantes. Ben, c'est extraordinaire, non, mais il fallait bien que je marque un jour. Et puis c'est arrivé contre Nantes, je suis très content. Alors, il n'y a pas encore de contrat professionnel de signer. Dans sa tête, on est déjà professionnel à 19 ans? Ben, à partir qu'on joue, à partir de là, quand on joue en professionnel, je pense que même en n'étant pas professionnel, on se sent dans la peau d'un professionnel. Mais non. À Cannes, Zidane va faire la connaissance d'un homme qui parle pour deux. De retour d'une grave blessure à un genou, Luis Fernandez a quitté la région parisienne pour relancer sa carrière sur la Côte d'Azur. L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, âgé de 29 ans, tombe sous le charme du jeune Marseillais. En plus, c'était mon porteur, tu sais, j'étais le porteur d'eau de Platini et de Giresse, et là, c'était pour moi, tu vois, j'étais numéro 10 et lui était 8 ou 6 à la escade. C'était ton porteur d'eau? Ouais, là, on peut dire qu'il était derrière moi. J'ai des photos comme quoi il était derrière moi. Mais j'en garde un souvenir exceptionnel. Vous avez une différence d'âge importante, ouais. Et il venait quand même à la maison et toi, oui. T'allais chez lui? Oui, je le prenais, je le ramenais. Il montait avec moi dans la voiture, je le ramenais au foyer Mimon, où et ça m'est arrivé de le faire venir à la maison aussi, manger, déjeuner. Non, mais je m'en occupais, je prenais soin, parce que quand je passais ce temps avec ses parents, tu sais, quand tu passes à parler avec tes parents, et que tu sens que les parents, j'ai l'impression qu'ils disent « Louis, est-ce que tu peux le regarder? Est-ce que tu peux… » Bon, bah oui, vous inquiétez pas, il est bien Zizou, il fait les choses bien. C'est un garçon impliqué, respectueux, il respecte. Et ça, ces échanges ont fait que je me suis attaché à Zizou. Sa maman était comment? Elle me disait comment il se comporte. Ne vous inquiétez pas, il se comporte très bien, il est très bien. Il n'y a rien à dire. Avec Zidane, Fernandez ou encore Amara Simba, l'AS Cannes joue le haut du tableau et se qualifie pour la Coupe de l'UEFA. La saison suivante sera bien plus pénible. Elle se terminera par une relégation en 2e division. Entre Cannes et l'équipe de France militaire, Zidane semble parfois fatigué, il souffre et subit les critiques du public et d'une partie du vestiaire. Il a sa part de responsabilité, comme j'ai ma part de responsabilité. Lorsqu'un club descend, certains ont peut-être pensé qu'on lui laissait un peu trop de liberté. Tu sais, tu as des gens qui sont un peu, on va dire, un peu de jalousie aussi. Hein. Il dérangeait un peu, on va dire.
Il dérangeait certains coéquipiers? Il les dérangeait parce qu'il avait cette facilité. Et s'il y en avait un qui ressentait, c'était pas Fernandez, par sa technique, par sa facilité. Celui qui était le plus beau à avoir joué dans cette équipe, c'était lui. C'était la magie en elle-même. C'était le joueur qui avait les qualités, le potentiel pour qu'on dise, tiens, il est bon celui-là. Oh là 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 là, ils ont un joueur à la SCAN, là, Zinedine Zidane. Oh là là, quelle technique, quelle qualité, quelle facilité. Tu vois, c'est lui qui ressortait. Puis ça dérange toujours ceux qui sont à côté. Je dis, bon, ça va, moi, j'ai ma carrière, elle est derrière moi, ça va. Aujourd'hui, Cannes évolue en National 3, le 5e échelon national, et le souvenir de Zinedine Zidane ne dérange personne. La forme, le maillot de Zizou? Les deux maillots de Zizou. Tiens, regarde. Ils sont beaux, hein. Ça, Chris? Putain. Dans ta collection, les deux? Eh oui. Oui. C'est beau, c'est beau. Et maintenant, t'as le numéro 11, Keita. T'as vu la chute? Keita. Ah non, c'est à toi d'évoluer maintenant. C'est à toi d'évoluer. 90-91 et celui-ci 1991-1992. Mais donc il avait quel numéro à l'époque, Zidane? Alors, numéro 11. La deuxième année, la première année, il évolue comme le numéro 9. Le 18 avril 1992, Zinedine Zidane soigne ses adieux à Coubertin en inscrivant un dernier but. L'AS Cannes descend en 2e division. Zidane va partir. Depuis quelques mois, son avenir semble s'écrire du côté de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie a négocié une priorité d'achat avec Alain Pedretti, le président cannois. Mais Raymond Goethals, l'entraîneur olympien, aurait fait capoter l'affaire. Cannes a besoin d'argent et sonde également l'AS Monaco. Arsène Wenger décline la proposition. C'est dans ce contexte qu'entre en scène le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Roland Courbis, accompagné de son président Alain Flelou. On se retrouve pour discuter d'un joueur qui nous paraît être très intéressant, Jean-François Daniel. Et dans la discussion, j'avais vu médiatiquement que dénommé Zinedine Zidane signé à Marseille avec Oman Biyik. Et donc je demande, comme ça pour meubler un peu la conversation, à Alain Pedretti, en disant président, et le jeune de Marseille, là, Zinedine Zidane, donc il a signé à Marseille. Ben, ça devait se faire. Il me dit, et puis ça ne se fait pas. Ah bon, et j'ai dit, et c'est quoi le problème? Il me dit, ben, il le trouve trop lent. Ah, j'ai dit, trop lent. Et là, bon, j'écrase un petit peu le pied d'Alain Affelou sous la table. Pas besoin de lui écraser tous les orteils pour qu'il comprenne. Et il rentre tout de suite en négociation. On n'est pas encore avec des euros, c'est les francs. Et il demande par curiosité combien ça pourrait coûter. Alain Pedretti dit 4 millions de francs. 4 millions de francs à l'époque, c'est quand même beaucoup pour un joueur qui n'a pas fait ses preuves. Donc, ils arrivent à baisser. Alain Affelou fait une contre-proposition. Ils tombent d'accord sur 3 millions de francs. Et Alain Pedretti lui dit, ouais, mais j'ai besoin d'alléger un petit peu ma masse salariale. J'ai un joueur qui est pas mal du tout, qui est polyvalent, qui s'appelle Guérit, qui a un des gros salaires. Donc, si vous me le prenez avec, ok, à ce moment-là, je serai d'accord pour les 3 millions. Avec Roland Courbis, âgé de 39 ans à l'époque, Zinedine Zidane tombe sur un jeune entraîneur et un sacré phénomène. Originaire lui aussi de Marseille, volubile et excessif, Courbis va à sa manière marquer l'histoire du jeune homme. Du côté de Marseille, on a certaines habitudes en ce qui concerne les surnoms. Un Louis, par exemple, ça devient un Loulou. Un Didier, ça devient un Didou. Un Marcel, ça devient un Selou. Donc, et moi, le surnom de Zizou, c'était pas question que je l'appelle Zinedine. Tu m'as dit, oh Zinedine. Non. Il avait un surnom qui me plaisait pas beaucoup, que ça me faisait mal aux oreilles. Yazid. Je dis, Yazid, c'est pas tellement mignon comme. Moi, j'aime bien les surnoms qui
disons, déclenche, quand on entend une certaine sympathie, une certaine affection. Et Zizou, donc, je trouvais sympa. Donc, sans le faire esprit, je l'appelais Zizou, et puis ça lui est resté. Ben, j'en suis très fier, et lui, il en est très content, donc tout va bien. À Bordeaux, Zidane découvre la vie d'adulte. Il s'installe près du centre-ville avec Véronique. Le couple sort très peu et passe l'essentiel de son temps libre dans cet appartement. « J'ai vécu trop longtemps comme un vieux », regrettera-t-il quelques années plus tard. Il était très sérieux, très jeune déjà, et je pense que c'est ça qui a fait qu'il a fait cette carrière-là. Même au niveau de la diététique, il était vachement en avance, il faisait vraiment très attention à la diététique. Il ne le montre pas forcément, mais c'est un des joueurs les plus déterminés que je connaisse. C'est quelqu'un qui pouvait être timide, pas trop exprimer le truc, mais sur le terrain, par contre, ça se voyait à sa gueule qu'il n'était pas là pour rigoler. Zidane a 20 ans quand il découvre les terrains d'entraînement du Hayan. Bordeaux vient de remonter en première division avec un effectif prometteur et l'ambition de disputer les premières places. Au club, on comprend très vite que sa nouvelle recrue va jouer un rôle déterminant. Il était très élastique, très caoutchouteux. Quand il est arrivé pour la première fois à s'entraîner avec nous, et il faisait des gestes en fait qui étaient assez inhabituels des écoles de foot. Il faisait déjà sa roulette, il faisait déjà ses passements de jambes, mais avec une souplesse assez incroyable. Avec Zizou, en fait, c'était le mec qu'on cherchait tout le temps parce que tu savais que ta passe, elle allait être bien contrôlée, même si ta passe était pourrie, elle allait être bien contrôlée. Supérieur aux autres sur le plan technique, Zidane devient incontournable. Il débute tous les matchs, mais les termine rarement. Aussi doué soit-il, le milieu de terrain manque de résistance physique. Roland Courbis le remplace souvent à l'heure de jeu, parfois sous les sifflets du public bordelais qui juge son attitude nonchalante. Zidane encaisse et masque sa frustration. Mais au fond de lui, il est extrêmement agacé. Zizou, comme tous les joueurs, aurait aimé jouer tous les matchs. Ben, je suis désolé, dans son intérêt et dans l'intérêt de l'équipe, parce que si on le perdait sur blessure, ben, il y a des joueurs qui se remplacent difficilement. Lui, il se remplace très difficilement. Donc, je faisais gaffe à ne pas trop lui en demander. Courbis ménage son numéro 7 et ça marche. Les 2 premières saisons, Bordeaux termine à la 4e place du championnat. Zidane inscrit 16 buts et se révèle dans un nouveau domaine, les coups de pied arrêtés. C'est un garçon attachant qui ne se prend pas au sérieux, donc à partir de là, il n'y a pratiquement pas de soucis à se faire. Il progressera lentement et sûrement, et ça deviendra dans l'année ou dans les 2 années à venir un des meilleurs milieux français. Un grand international. Moi, oui, je pense que ça devrait faire un tout bon. Avec le ballon, Zinedine Zidane se sort des situations les plus inextricables. Mais sur le terrain, d'autres pièges apparaissent. Le 18 septembre 1993, chez lui à Marseille, il reçoit le premier des 14 cartons rouges qui jalonneront sa carrière professionnelle. Après avoir reçu un coup de coude de Marcel Desailly, Zidane réplique par un coup de poing et ouvre l'arcade sourcilière de son adversaire. On dispute l'heure de jeu, le score est de 1 partout. 30 minutes plus tard, Bordeaux s'incline 3-1. Tu te souviens de l'expulsion à Marseille? Ah bah oui. Mais si tu veux, le problème c'est que je ne peux pas l'engueuler parce qu'à sa place j'aurais fait pareil. C'était
de Saïs, si je me trompe pas, qui avait quand même cherché, qu'il avait cherché, un peu, beaucoup, trop c'est trop. Bon, il a mis une droite dans la gueule. C'est quand même son caractère, Zinedine Zidane. Ben, si tu veux, c'est un de ses rares défauts. J'ai discuté en tête à tête en lui disant, tu t'imagines, pour arriver à régler le problème Zizou, il suffit maintenant de te titiller, de t'insulter pour te faire sortir du terrain. Non. Zizou, il se laisse pas faire. Si tu lui mets un coup, en règle générale, il y a des chances pour qu'il t'en mette un. Après, je pense que quand on le connaît, on sait comment tempérer ça. C'est quel moment et comment pour le tempérer? Ça veut dire aller lui parler, lui dire d'arrêter, et nous, aller tamponner le mec qui l'a tamponné. Et si tu vas tamponner le mec qui l'a tamponné, bon, ben, il est content, il y a ses partenaires qui sont là, le mec il a compris aussi, qui va arrêter de l'emmerder, et voilà. Est-ce que assez vite c'est venu ça? Ok, vous le touchez pas, lui, c'est notre petit protégé. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Pourquoi tu rigoles? Parce que je rigole parce que je pense à un match et je préfère même pas qu'on en parle de ce match parce que. Ah si. Non, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Bah si, il faut en parler. Non, il y a prescription. Ça oui, je sais, mais bon, c'est pas. Donc, on n'a pas à être fiers de ce match-là. Une rencontre qui se termina en bagarre générale après une altercation entre le meneur de jeu et un adversaire. Une anecdote de plus dans un catalogue déjà épais. Depuis toujours, Zinedine Zidane a exprimé une forme de violence en réaction aux agressions physiques et parfois verbales qu'il a subies sur les terrains de football. Il était ainsi sur la place Tartane de la Castellane à la sortie des cours. Il demeurera ainsi jusqu'au point final de sa carrière, le 9 juillet 2006 à Berlin, quand il fut expulsé en finale de Coupe du Monde pour un coup de tête sur Marco Materazzi. Raymond Domenech en avait déjà subi les conséquences lorsqu'il l'avait dirigé en équipe de France Espoir. Sur le caractère, est-ce que tu sentais déjà qu'il avait une part d'ombre, entre guillemets? Ah oui, on était, chaque fois qu'on jouait, entre lui et Dugarry, on se demandait lequel le premier allait se faire virer. On était sous pression en permanence. Ils avaient des réactions, des fois, oui, tu sentais qu'il y avait une forme de colère, d'agressivité naturelle qui était là et qui, des fois, dépassait les normes. Hein. C'était limite. On n'était pas serein. Je ne l'ai jamais entendu à l'extérieur être agressif, violent, même envers ses coéquipiers. En revanche, sur le terrain, oui. Là, je l'ai entendu, oui. Il en a traité quelques-uns. Quand il arrive ce qu'il arrive en 2006, finalement, par rapport à ce que tu as connu avant, tu n'es pas si surpris que ça? Non. Non. C'est dommage que ça arrive là, mais non, je me dis, ouais, ça faisait partie du personnage. On ne change pas. On ne peut pas prendre juste les bons côtés et puis virer le reste. Mais toi, en 2006, tu le fais applaudir. T'as pas de colère? Non, j'avais pas de colère. J'avais pas de colère. Je trouvais que ce qu'il avait fait avait été exceptionnel. Je savais que sa carrière s'arrêtait là. Et pour moi, ça me paraissait logique. Et c'était aussi un moyen, dans le vestiaire, d'enlever cette chape de plomb. En 2006, quand vous êtes à 2 doigts de prendre une deuxième Coupe du Monde et qu'il a le geste qu'il a, on lui en veut un peu ou pas du tout? Moi? Ah, mais pas du tout. Au contraire, moi, je m'en veux, moi. Pourquoi? Parce que je l'ai pas sorti du trou, quelque part. C'est-à-dire? C'était à nous de le sortir du trou. Une fois qu'il a pris le rouge, c'était à nous de remporter. C'est là où je m'en veux. Tu inverses le truc? Ah ouais. Ça, c'est un truc que j'ai toujours pas digéré, quoi. 15 ans après, quoi. Vis-à-vis de lui? Ah ouais. Plus que vis-à-vis d'aller gagner un deuxième... Ah oui, d'aller gagner un deuxième titre perso. Ah ouais, c'était le gagner surtout avec lui. Mais ça aurait été humain de lui en vouloir, finalement. Vu comme il volait... C'est un gros connard, c'est humain. L'histoire de Zinedine Zidane avec le maillot bleu avait débuté 19 ans plus tôt,
en 1987 avec l'équipe de France junior. En 1991, le jeune Canois intègre les espoirs. 21 matchs, 3 buts et 2 expulsions qui confirment un talent et un caractère. 3 ans plus tard, ses performances avec Bordeaux semblent déjà lui ouvrir les portes de l'équipe de France d'Aimé Jacquet. Mais le sélectionneur temporise encore. Maintenant, je dois dire, il faut attendre un tout petit peu, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il apprenne son métier, il faut qu'il puisse tester toutes ses qualités au plus haut niveau. Et là, on a encore un tout petit peu de temps. Un peu, mais pas trop quand même. Au printemps 94, Aimé Jacquet convoque pour la première fois le meneur de jeu bordelais. Mais le football n'est pas encore ce qu'il est devenu aujourd'hui et le joueur décline la convocation. Il a déjà quelque chose de prévu. Son mariage avec Véronique. C'est finalement en août qu'il découvre l'équipe de France. Il remplace au tout dernier moment Youri Djorkaeff, forfait pour la rencontre face à la République tchèque à Bordeaux. Sans surprise, le jeune homme de 22 ans baisse la tête et rase les murs. Il est arrivé sur la pointe des pieds, d'une discrétion, contrairement à Christophe Dugarry par exemple, donc même génération, et un qui est extraverti, de suite venant déconner avec les vieux, insolent même. Et Zizou, lui, par contre, il était... je me demande même s'il nous disait pas vous la première fois qu'il est arrivé, quoi. Regard baissé, et qu'il fallait les cadres de l'époque, et Papin et compagnie, tout le monde a entrepris de le mettre à l'aise en lui disant Zizou, détends-toi, ça va bien se passer, quoi. C'est quand même énorme, quand même, parce que quand tu réfléchis à la carrière d'un joueur, les très grands, ils ont toujours un destin un peu particulier avec... il aurait pu arriver en équipe de France et faire un bon match ou rentrer, mais faire ce qu'il a fait ce soir-là, alors qu'on était dans une galère, on perdait 2-0, on se faisait bouger, on n'y arrivait pas. Ça, je me souviens super bien. Quand il est rentré, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'il leur montre à tous, quoi. J'espère qu'il va leur montrer à tous, quoi. Il est arrivé d'entrer le festival, quoi. Et le début certainement d'une très belle aventure pour Zinedine Zidane. Ah, Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passement de jambe, attention, frappe, et but. Oh, celui-là il est beau. Un superbe but vraiment de Zinedine Zidane. C'est peut-être un ballon d'égalisation. Oui. Égalisation, encore Zidane, c'est le coup de deux. Je pense un peu à ma femme qui est enceinte tout juste de 2 mois, donc c'est à elle que je dédie un peu le match et mes débuts et un peu à ma famille aussi. Mais c'est beau, c'est magnifique. Ça m'était jamais arrivé de marquer 2 buts dans un seul match, toute catégorie, que ce soit cadet, minime, espoir, donc 2 buts, c'est beau. Et ce soir-là, c'était la mascotte de l'équipe de France, quoi. C'est-à-dire le mec qui sort de nulle part et qui sauve le match et peut-être la peau de certains, parce que ça va vite en équipe de France, quand tu fais des mauvais matchs, quand il n'y a pas de résultats. Tu peux vite être mis en concurrence et c'est normal. Et ce soir-là, ouais, même peut-être Aimé, il s'est senti soulagé quand il a vu ce qu'a fait Zizou ce soir-là. Et voilà comment il arrive en équipe de France. Le nouvel international vient d'être élu meilleur espoir du championnat de France et suscite désormais les convoitises. Nous sommes en 1995, Luis Fernandez est devenu entraîneur du PSG et il n'a pas oublié ses années canoises. Marc Roger, l'agent qui monte à l'époque, est à la manœuvre. Objectif, transférer à Paris Christophe Dugarry et Zinedine Zidane. Lui s'est intéressé. Il m'a dit organise un rendez-vous, Marc, discrètement, qui viennent déjà à la maison. J'aimerais les rencontrer pour voir un petit peu, pour pouvoir discuter avec eux, quoi. Je suis allé récupérer Zidane et Dugarry à Roissy. Le rendez-vous s'est bien passé.
On a dû passer 2 bonnes heures chez Louis. Le soir, je les ai ramenés à l'aéroport, ils sont repartis. On était optimistes, que les deux avaient la volonté, ils étaient jeunes. Paris, à l'époque, était déjà un grand club. Voilà, malheureusement, après, ça ne s'est pas fait parce que, bon, je pense que Michel Denisot, Jean-Michel Moutier ont été surpris de voir cette réunion secrète dans la presse. Et après, ils ont finalement choisi de prolonger Rail et de faire signer Loco. Bordeaux est déjà vendeur des 2 joueurs? Le montant était fixé, c'était 40 millions de francs français. Plus des petits bonus, plus un pourcentage sur une éventuelle plus-value. Mais c'était 40 millions de francs français pour les deux. Pour Zidane, le Marseillais, c'était pas un problème de signer au PSG à l'époque? Non, ça ne lui posait pas de problème. Je souhaitais voir Zizou et voir Dugas parce que j'ai eu écho que Bordeaux avait des problèmes pour la saison suivante sur le plan financier. Et à ce moment-là, je sais que du côté du Paris Saint-Germain, le club veut vendre Rail. J'ai dit, moi, je souhaiterais, si Rail s'en va, que les deux puissent venir avec nous. Et les deux sont venus me voir à Paris, on a discuté. Ils n'étaient pas contre. Hein. Mais bon, Rail reste. J'étais content. On garde Rail, puis on ne prendra pas Christophe ni Zizou, c'est tout. Ah, j'aurais bien aimé l'entraîner, Zizou. Ah oui. Il y avait une électricité dans le stade, une électricité incroyable dans le stade à l'Escure. Et nous, on est habités. On m'a dit je t'aime, quoi. C'est fort, quoi. Bon, plus j'en parle, là, c'est des frissons, quoi. 2 Dugarry ensemble, je pense qu'ils se battent au bout d'un moment. Et 2 Zidane ensemble, je pense qu'ils s'emmerdent. C'est un tueur. Si tu le cherches, tu le trouves. Je souhaitais voir Zizou et voir Dugas parce que j'ai eu écho que Bordeaux avait des problèmes pour la saison suivante sur le plan financier. Et à ce moment-là, je sais que du côté du Paris Saint-Germain, le club veut vendre Rail. J'ai dit, moi, je souhaiterais, si Rail s'en va, que les deux puissent venir avec nous. Et les deux sont venus me voir à Paris, on a discuté. Ils n'étaient pas contre. Hein. Mais bon, Rail reste. J'étais content. On garde Rail, puis on ne prendra pas Christophe ni Zizou, c'est tout. Ah, j'aurais bien aimé l'entraîner, Zizou. Ah oui. Mais le Marseillais ne jouera jamais à Paris et va étirer son séjour bordelais une année supplémentaire. Eh bien, c'est lui. Zinedine Zidane. À l'issue de cette saison, il sera élu meilleur joueur du championnat de France, malgré la 16e place au classement des Girondins. Une saison folle, marquée par un échec spectaculaire en Ligue 1, mais aussi par une aventure européenne inoubliable qui mènera Bordeaux jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA. Notre époque, mais on fêtait nos victoires. Voilà. Et vous les fêtiez bien? On les fêtait bien, et c'était ambiance sud-ouest, c'était ambiance rugby. Donc bon, c'était compliqué après d'assurer en championnat. Zinedine, dans la fête, il était présent aussi? Pas trop, non. Non, c'est pas un fêtard. Son diable, ça pouvait être Dugas, mais c'est pas un fêtard du coup. Non, c'est pas un fêtard. Pas sûr cependant qu'il soit allé au lit bientôt, le 19 mars 1996, au soir d'une rencontre entrée dans la légende des Girondins de Bordeaux et qui a profondément marqué le football français. En quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA, les Girondins reçoivent l'AC Milan de Georges Weah, Roberto Baggio ou encore Marcel Desailly. Ils ont perdu 2-0 à l'aller, ils n'ont aucune chance. Il y en a quelques-uns dans une carrière des matchs comme ça. On a un scénario en tête, et on l'applique et ça marche. Il faut qu'on marque dans les 30 premières minutes. On marque comme c'était prévu. Et puis il y avait une électricité dans le stade, une électricité incroyable dans le stade à l'Escure. Et nous, on est habités. Coup d'envoi de ce match avec un pressing immédiat. C'était Zidane sur Maldini. Il est passé, il va aller dans la surface. Lizarazu va essayer de centrer. Oui, et il bute. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca. Oui. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. Bordeaux s'impose 3-0. Dugarry inscrit un doublé
Zidane est à la passe. Le parc Lescure s'embrase et les pudeurs s'envolent. On m'a dit je t'aime, quoi, c'est fort, quoi. Bon, en plus j'en parle là, c'est des frissons, quoi. Je lui dis que je l'aime, c'est la vérité, c'est mon ami, donc à partir de là, c'est comme ça, c'est tout simplement. Quand je suis arrivé à Bordeaux, bon, d'une part, bon, je connaissais personne, donc automatiquement je suis allé vers lui, donc ça a été très simple, quoi. Il m'a accueilli, bon, ça s'est mieux passé, et puis comme ça, depuis 4 ans, on est vraiment amis, quoi, maintenant. C'est quelqu'un de sensible et surtout c'est un homme de cœur. Moi je suis ami avec les gens comme ça, j'aime les gens qui ont les qualités, des défauts, ça personne n'est parfait, mais j'aime les gens de cœur. Et je crois que Zizou c'est la définition parfaite. Zinedine Zidane et Christophe Dugarry ont 3 mois d'écart. Ils se connaissent depuis les équipes de France de jeunes et partagent balle au pied le goût du joli geste. Difficile en revanche d'imaginer personnalité plus dissemblables. Mais ils se sont trouvés et ne se quittent plus. Quand tu passais devant leur chambre à Clairefontaine, t'entendais ça rigolait. J'ai jamais vu Zizou autant détendu, déconneur, radieux qu'avec Dugas, c'est clair, ouais. Il se lâchait. Ah oui, mais complètement. C'était un autre homme, comme si les exubérances de l'un et les timidités de l'autre s'étaient rejoints pour faire une espèce d'attelage peut-être improbable, mais qui visiblement avait le don de ravir l'un et l'autre. 2 Dugarry ensemble, je pense qu'ils se battent au bout d'un moment, et 2 Zidane ensemble, je pense qu'ils s'emmerdent. Donc Dugas avait besoin du calme et de Zizou, et l'exubérance et le côté nonchalant de Dugas devait plaire à Zizou. Le 19 mai 1996, Aimé Jacquet dévoile son groupe pour l'Euro en Angleterre. Comme prévu, les 2 amis bordelais sont de l'aventure. C'est l'absence d'Éric Cantona qui fait jaser. Le roi de Manchester a refusé la proposition du sélectionneur, jouer avant-centre et laisser les clés du jeu à Youri Djorkaeff et Zinedine Zidane. Je pense qu'Aimé savait déjà que ça allait devenir un taulier de l'équipe de France. Je pense qu'il avait besoin de ce leader technique qui ne dépasse pas d'une tête, quoi, par rapport au groupe, quoi. Je pense qu'il avait besoin de ça. L'avènement de Zizou, ça a été peut-être la fin des garçons comme Canto ou David Ginola, qu'il fallait un mec qui rentre dans son idée de jeu et surtout dans son idée d'harmonie collective, quoi. Quand Aimé ne prend pas Eric pour l'Euro, qui était le King de Manchester, on était en Angleterre, voilà. C'est vrai qu'au début ça a fait drôle, mais en même temps ça a appuyé les convictions d'Aimé qui préparait 98. Vraiment, ouais, pour toi, tout de suite, c'est ça? Son intelligence et son humilité, c'est qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner l'Euro avec cette équipe. Moi j'ai été à l'Euro 96, plâtré. La veille de partir à l'Euro 96, je me fais un arrachement des ligaments au niveau de la cheville. Normalement, j'aurais dû rentrer à la maison. Mais lui, qu'est-ce qu'il me dit? Tu restes avec nous. Il préparait son équipe, son groupe pour 98. Rarement emballante, mais invaincue depuis 23 rencontres, l'équipe de France sera en Angleterre avec l'objectif d'atteindre les demi-finales. Aimé Jacquet s'appuie déjà sur Zidane, qui vient de signer à la Juventus Turin pour l'équivalent de 7,5 millions d'euros. Mais avant le grand départ, le meneur de jeu peine à masquer les nombreuses cicatrices que dévoile son visage. Le numéro 10 des Bleus a un sérieux problème. Pour moi, l'Euro, ça doit être le couronnement de Zidane. Le problème, c'est que quand on sait ce qui se passe avant, on ne peut pas être déçu puisqu'il a un accident de voiture qui le gêne dans la préparation et il arrive, il n'est pas à 100%. J'ai souvenir sur cette compétition que le jour où on fait la photo officielle, et si
si on la retrouve, ça peut être rigolo parce que ça doit se voir. Comme il avait tapé au niveau de la tête pendant son accident, là, il avait un trou là au niveau du cuir chevelu où il avait une grosse cicatrice ou une grosse plaie. Et on lui avait collé un bout de scotch et avec un marqueur, on lui avait fait la mèche pour aller dans le sens des cheveux. Je me souviens avoir fait une interview avec lui à Clairefontaine, peu après son accident de voiture dans les rues de Bordeaux, où il avait percuté violemment son levier de vitesse. Et il me montrait sa cuisse, et la cuisse, le haut de la cuisse était encore toute bleue, il avait du mal à marcher, il avait du mal à s'asseoir. Et je pense qu'il ne s'est jamais remis complètement de cet accident pendant l'Euro. Après, peut-être qu'il a dû aussi assumer des attentes un peu supérieures. Enfin, c'était la première fois qu'il assumait autant d'attentes, puis il sortait d'une très longue saison avec l'épopée de Bordeaux en Coupe de l'UEFA. Incapable de peser sur le jeu, à bout de souffle, Zidane rate complètement la demi-finale perdue au tir au but face à la République tchèque. L'équipe de France quitte la compétition avec quelques satisfactions et pas mal de frustration. Le meneur de jeu se retrouve au centre des critiques, y compris au sein de son propre vestiaire. Il faut être capable de parler ouvertement et de dire les choses qui n'ont pas été, parce qu'il y en a eu pas mal malgré tout dans cet Euro, et bon, c'est pas se voiler la face et dire les choses comme elles sont et pas hésiter à blesser certaines personnes, mais ça sera uniquement pour faire avancer la sélection, et j'espère que certaines personnes sont capables de le dire. On aurait pu effectuer certaines choses, il y avait Corentin Martins qui pouvait aussi nous apporter un petit peu de fraîcheur. Parce que vous pouvez vous apercevoir qu'on était vraiment cuit et qu'on n'a pas donné ce que l'on attendait. Je ne suis pas content de mon Euro. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, par rapport au dernier match, je crois que c'était toute une équipe qui était moins bien. Donc il faut accepter la critique. Et il faut accepter aussi de critiquer tout le monde et pas seulement un seul joueur. La contre-attaque de Zidane vise Marcel Desailly, mais également et surtout Youri Djorkaeff. L'ancien Parisien a lui aussi regretté que Corentin Martins, doublure de Zidane, soit resté sur le banc tout au long de l'Euro. C'est vrai que c'était une autre époque. Hein. Ouais, Zidane pouvait être critiqué, était critiquable. Il n'avait pas encore le statut qu'il a eu plus tard ou qu'il a encore aujourd'hui, où on ne touche pas à Zizou. La gestion d'Aimé Jacquet est également remise en question. Après tout, c'est lui qui a décidé de maintenir Zidane sur le terrain coûte que coûte. Aimé ne se trompe pas. Pour lui, c'est le monsieur plus de l'équipe de France. Et il est hors de question pour lui de ne pas le faire jouer, même s'il n'est pas à 100%, parce que c'est celui qui va faire passer un cran à l'équipe de France. Et on peut se dire qu'en l'ayant mis en concurrence et en ne pas jouant sur cet Euro, il n'aurait peut-être pas été aussi fort en 98. C'est vrai qu'il a été un peu visionnaire là-dessus. En tout cas, il a su très tôt ce qu'il voulait pour ce rôle-là. C'est pour ça que Corentin Martins, qui sort quand même de l'année du doublé avec Auxerre, qui gagne la Coupe, qui gagne le championnat, qui fait des saisons fantastiques, il n'a rien. C'est un choix qui nous avait paru extrêmement têtu et qu'on lui avait reproché. Parce que très franchement, le niveau collectif de l'équipe de France n'avait pas été fantastique, le niveau individuel de Zinedine Zidane n'avait pas été fantastique, et la demi-finale contre la République tchèque avait été ratée. Donc on avait été fondé à lui dire « oui, mais Corentin Martins ». Bon, 2 ans après, personne ne serait venu lui dire « oui, mais Corentin Martins ». 2 mois après l'Euro, Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, doit rencontrer Zidane à Turin. L'entretien va prendre une tournure inattendue. J'ai rendez-vous avec Zinedine Zidane à l'hôtel Citea après l'Euro 96. Et il y avait un non-dit quand même. Il y avait un non-dit entre Djorkaeff et lui. Et je m'attendais à du non-dit et j'ai pas eu de non-dit. Parce que ce jour-là, clairement, il a mis 2-3 brins à Youri Djorkaeff qui voulait dire « écoute, l'Euro s'est passé comme il s'est passé, mais maintenant le chef c'est moi et il va falloir que tu t'adaptes ». Et là, il a vraiment délimité son territoire. J'ai été moins bon. Cela ne veut pas dire que Djorkaeff a été extraordinaire. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur un seul joueur. Dans le foot, il faut être solidaire. Moi, je reconnais mes erreurs. Qu'un journaliste me critique, qu'un spectateur le fasse, c'est normal. Mais venant du copain qui est à côté sur le terrain, c'est plus dur à accepter. Vous visez Djorkaeff ?
Je ne vise personne. Je ne veux pas dire un mot de plus sur le sujet. Ce n'est pas ma façon de voir le foot. Est-ce que ça te surprend qu'il ait fait cette mise au point? Ou est-ce que... Pourquoi? Parce que c'est un tueur. Si tu le cherches, tu le trouves. Et il se fait respecter. Il marque son territoire. Il marque son territoire. Bon, après, tu le marques de plein de façons différentes, mais il peut le marquer par la parole. Et ça, évidemment, pour quelqu'un qui parle peu, tout d'un coup, quand il parle, ça choque. Cette interview trace un tournant dans la relation entre Zinedine Zidane, l'équipe de France et Youri Djorkaeff. Le nouveau joueur de la Juventus va prendre le pouvoir. À Djorkaeff de s'adapter. On ne peut pas dire qu'ils aient eu des mauvaises relations sur la durée. C'est pas ça du tout. C'est juste que pour qu'ils aient des bonnes relations, il ne fallait pas qu'ils chassent sur le même territoire. Zidane avait décidé qu'il y avait un territoire qui était le sien, c'était celui où il voulait jouer, et que Djorkaeff, pour continuer à jouer, il fallait qu'il en choisisse un autre. Et Djorkaeff a fini par accepter ça, en fait, pour survivre. Je pense que Djorkaeff a continué à essayer de faire le match un petit peu, mais il l'a fait dans une autre position. Et en 98, par exemple, quand l'équipe de France a voulu devenir plus défensive avec 3 milieux, Djorkaeff, il a vite compris que pour survivre, il fait qu'il aille sur le côté, qu'il défende pour tout le monde, et puis qu'il laisse Zidane être le chef. Et on a 2 meneurs de jeu potentiels qui peuvent se marcher sur les pieds, et puis à l'arrivée, ils ne se sont pas marchés sur les pieds, parce qu'il y en a un qui a accepté de prendre un peu moins la lumière que l'autre. L'autre, il y peut rien. Il prend toute la lumière, il n'y peut rien. Donc on s'adapte ou on disparaît? On s'adapte ou on sort. Ce morceau de l'histoire raconte un autre Zinedine Zidane, sans doute même le vrai Zidane. Bien loin de l'image du jeune homme qui baisse le regard à la première rencontre. Tu as eu Zinedine Zidane en espoir. Comment il était à l'époque en fait? Il était tout jeune, on disait toujours qu'il était timide. Comment il était vraiment? Timide, je dirais pas que c'est le mot, mais très en recul, réservé, il parle peu. Il était avec les espoirs, il participe, il rigolait avec les autres, parce qu'il y avait quelques phénomènes entre Dugarry, Nouma. Lui, il n'est pas dedans, mais il n'est pas dehors. Et autour d'une table, au bout d'un moment, quand il y a une décision à prendre, et ils se tournent tous vers lui pour lui demander ce qu'il en pense, alors qu'il n'a encore rien dit. Il a ce truc pas du parrain, mais du chef qui est là, qui écoute ses ouailles, et puis à un moment, il tranche. Et tu crois que c'est lié à quoi, toi, ça? Il y a des gens comme ça, qui dégagent quelque chose. Tous ceux qui ont croisé Johnny Hallyday disaient la même chose. Ils disaient, t'oses pas t'approcher. Tu peux pas lui taper sur l'épaule quand tu le connais pas. Et Bisou, c'est pareil. Je sais pas s'il en joue, mais il l'a. Son influence grandissante en équipe de France ne lui est d'aucun secours en Italie. À l'origine, la toute-puissante Juventus souhaitait le prêter 1 an dans une autre formation de Serie A. Le propriétaire du club, Giovanni Agnelli, se moque même de ses prestations à l'Euro. Espérons que ce Zidane ne soit pas ce truc qu'on a vu lors de l'Euro 96. Les premiers mois sont difficiles à la Juve. Je me souviens avoir fait le trophée Berlusconi pour l'équipe pendant l'été. Et on voit bien que les autres ne veulent pas lui donner le ballon, il essaie de se mettre dans les intervalles, mais les autres disent non, ça va, c'est Zidane, etc. Et tout. L'adaptation est laborieuse sur le terrain, elle l'est tout autant en dehors. Je savais très bien que Turin était comme ça, un petit peu froid, un petit peu, le temps un petit peu gris. Eh bien, c'est un choix que j'ai fait, je l'ai fait aussi avec ma femme qui est là pour me soutenir. Et on sait que c'est un temps. À part chez Angelino, la trattoria où il déjeune quasiment tous les jours, Zidane n'est pas à son aise dans le Piémont. Sa femme, Véronique, s'ennuie, lui aussi. Et à l'époque, il n'y a ni internet ni téléphone portable pour prendre des nouvelles des copains. Pour atténuer le sentiment d'éloignement, il faut trouver autre chose. Ce qui décrit une autre époque, c'est un jour de 1996, il y a Turin depuis 2 ou 3 mois, Philippe Tournon, chef de presse des Bleus, alors qu'on était au château, m'appelle et me dit ouais, « Vincent, tu peux venir, il y a Zizou qui veut te voir ». Je fais 20 mètres, j'arrive en bas des escaliers en bois qui mènent dans les chambres,
Puis je vois Zinedine Zidane, tout un peu timide, qui arrive, qui me dit, écoute Vincent, ça m'embête, mais voilà, franchement j'aimerais bien recevoir l'équipe à Turin, est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que tu peux m'abonner? Et depuis l'été, en fait, tous les lundis, je lui envoyais l'équipe du lundi, parce qu'on ne paraissait pas le dimanche à l'époque, et le France Foot du mardi qu'on avait dès le lundi. Je lui envoyais dans une grande enveloppe Kraft, comme ça, j'envoyais justement via Carlo Alberto, et il recevait comme ça des nouvelles des copains. Pour lui, c'était une manière de voir, dans France Foot, il regardait toutes les fiches techniques, par exemple, de Détroit, et de voir ses copains de centre de formation, que, voilà, est-ce qu'ils avaient joué, pas joué, voilà, il avait ce lien-là. Et donc je suis rentré à l'équipe, je suis allé voir le service marketing, je dis voilà, il y a Zinedine Zidane là, qui joue à la Juventus et qui aimerait bien recevoir l'équipe. Et là, on me répond, ah ben non, mais si on commence comme ça, il va falloir faire pour tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, mais Zizou, si tu veux le journal, très franchement, on t'amène le petit déjeuner avec tous les matins. Conscient des difficultés rencontrées par son fils, Smaïl se rend souvent à Turin. À ce niveau-là, s'il faut tout réussir, on demande trop de pression. Et si on réussit, c'est bien. Mais c'est pas tout le temps facile. Zinedine, il a toutes les qualités du monde comme footballeur. Mais il a un gros problème, c'est qu'il est un peu introverti et timide. Et je crois que quand on veut s'imposer, surtout en Italie, il faut prendre le dessus un peu sur une personnalité un peu adoucie. Bon, en France, il s'est fait brillamment, il est venu avec le temps, il s'est imposé normalement. Mais en Italie, on ne laissera pas le temps, 2-3 ans pour s'imposer. Donc il faut qu'il sorte, qu'il change de caractère et puis qu'il s'impose. Mais ça ne sera pas simple parce que s'imposer, ça veut dire, techniquement, ça veut dire faire jouer l'équipe pour lui, qu'il ait le ballon, etc. Bon, on va voir s'il a une force de caractère, les qualités, il l'a. Il est critiqué, il le vit comment ça? Moi je pense qu'il le vit pas très bien, mais il le vit comme un passage nécessaire. En fait c'est quelqu'un quand même qui a construit sa carrière par étapes. C'est-à-dire qu'à Cannes il a quand même fallu qu'il devienne un joueur de première division et ça a mis du temps. Il n'a pas été titulaire tout de suite, il n'a pas été titulaire tout le temps. À Bordeaux il a quand même fallu qu'il enchaîne les matchs, qu'il devienne régulier. Il a été à peu près régulier. Et puis là il apprend vraiment le haut niveau. Il apprend le haut niveau. La première année de l'arrêt Bosman, à un moment où il y a un afflux d'étrangers dans tous les clubs, et où la concurrence devient supérieure à ce qu'elle a toujours été. En novembre 1996, il remporte la Coupe intercontinentale face à River Plate, le premier trophée de sa carrière. Dans l'année et demie qui suit, il gagne une Super Coupe d'Europe et 2 titres de champion d'Italie. Il s'incline également à 2 reprises en finale de Ligue des Champions. En quelques mois, il est devenu l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Bientôt, il va prendre une dimension planétaire. Le 28 janvier 1998, après une décennie de polémiques et 3 ans de travaux, les Bleus inaugurent le Stade de France, qui accueillera le 12 juillet la finale de la Coupe du Monde. C'est un événement national. Les plus grands sportifs français sont présents. Jacques Chirac, le président de la République, a également effectué le déplacement. Je souhaite une vie belle et glorieuse au Stade de France. Devant 78 368 spectateurs réunis sous un froid polaire, les Bleus accueillent l'Espagne dans l'enceinte située à Saint-Denis, là où Smaïl Zidane travaillait 45 ans plus tôt. Les Bleus s'imposent 1-0 grâce à leur meneur de jeu. Double buteur pour ses débuts en bleu 3 ans et demi plus tôt, à nouveau déterminant pour cette première attendue par tout un pays, Zinedine Zidane imprime les esprits. Le mois suivant, les Bleus affrontent la Norvège à Marseille. Devant sa famille, il inscrit un but magnifique sur la pelouse du stade Vélodrome.
senti qu'il allait marquer, alors j'ai commencé à sauter avant qu'il marque. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Une joie immense, c'est indéfinissable. J'étais sur la tête à mon frère. Il a tombé les dents et tout. Je suis content pour lui, je suis content pour toute la famille et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Son élégance fascine, sa personnalité séduit, et l'idée que ce garçon venu des quartiers nord de Marseille possède un destin émerge peu à peu. C'est une petite musique qui monte doucement. C'est-à-dire que de toute façon, il y a la Coupe du Monde en France, c'est quand même l'événement le plus important qu'on ait eu, enfin nous tous de notre vivant en tout cas. Et forcément, on cherche quelqu'un pour l'incarner. Et ça peut être qui? Ça peut être Youri Djorkaeff, qui est fantastique avec l'Inter, mais comme on va dire que le transfert du pouvoir a déjà eu lieu, forcément c'est tentant de chercher une star et de se dire mais ça va être Zinedine Zidane. France-Brésil, au Stade de France, finale de la Coupe du Monde, et à Zidane. Je suis derrière le but et je vois Zidane marquer 2 buts de la tête contre le Brésil. Et là, je me dis, c'est incroyable. Pour la France, numéro 10, by number 10, Zinedine Zidane. Premier but, tête de Zidane. Deuxième but, tête de Zidane. Et là, on revenait, le coup de tête qu'il n'a pas voulu faire à Toulon, il voulait faire un amorti. Voilà. Je me suis dit, bon, il a dû progresser. C'était un des points faibles de Yazid. Hein. Pour l'équipe de France, par le numéro 10, Zinedine Zidane. Il y a des fois même, il utilisait le pied. Je dis, les gars, c'est 1m87. Le flash revient à 15 ans. Pourquoi tu te baisses quand le ballon arrive? Marquer un doublé en finale, bon. Ça devient Zizou président. Ça devient voilà, la légende.